Bah, écoute, tu peux faire écouter, si tu veux, à tes followers, hein. Bien, le jeune homme avec qui tu as eu le débat, ben, il aimerait bien reprendre, à défaut de, comment il s'appelle déjà, Yepa. Je lui ai dit, non, ma foi, tu es trop faible. Peux-tu me ramener quelqu'un de haut de gamme dans votre camp? Il m'a dit, ok. Donc, je l'attends. Et quand il sera prêt, ben, je te ferai signe. Donc, voilà pour la revanche. Donc, si dans le cas contraire, n'est pas est toujours dans la fuite, eh ben on fera ce débat. Voilà. Donc, tu peux faire écouter. En fait, je voulais pas non plus te déranger à partir du moment où tout le monde est connecté sur ton messenger. Hein, donc voilà. Merci, éclaireur. Bonsoir Mike le régulateur, comment ça va cher frère? J'espère que tu vas extrêmement bien. À notre niveau, il n'y a pas du tout de problème. Seulement que moi, par ces temps-ci, je suis un peu bousculé par mon programme. Mais qu'à cela ne tienne, il y aura toujours des volontaires parmi nous qui vont relever le défi au nom du parti pour vraiment essayer d'honorer le parti en tout temps et en tout lieu. Et donc, même si ce n'est pas moi-même personnellement, on trouvera forcément des personnes parmi nous qui peuvent facilement relever ce défi parce qu'on sait qu'on n'a rien à prouver en face de ces personnes-là. Et donc, quelles que soient les personnes qu'ils vont faire venir, qu'ils nous donnent le jour, la date et celui qui va organiser les débats. Et ça sera avec un plaisir que nous y serons. Donc, merci infiniment. Et puis, on attend la réponse. Merci beaucoup. Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chers auditeurs, bonsoir chères auditrices, bonsoir à tous les élèves de la classe éclaireur Pro Vérité, bonsoir à tous ceux qui aiment la vérité et qui font la propagation de la vérité. Merci d'être sur la plateforme éclaireur Pro Vérité en ce 12 juin 2024. Et notre mère Adjara Koulibaly nous envoie ce message pour dire « Maître éclaireur, j'ai envoyé un message à Nieba pour un débat de ta part. En tout cas, la commission a été faite. Et vous venez d'entendre encore les gars qui veulent prendre leur revanche. Nous sommes plus que prêts. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de savoir le jour, le lieu et ceux qui vont animer cette séance-là. Comme je l'ai dit, même si je suis indisponible, ce ne sont pas les têtes qui manquent à notre classe éclaireur Pro Vérité. Et chacun des EPV est toujours gagnant devant les gars, quelles que soient les circonstances. Même si on refusait ça 1000 fois, on gagnerait parce qu'on a tous les arguments de notre côté. Mais comme ils veulent encore, nous sommes toujours prêts et nous attendons comme nous le disons. Moi, j'ai appelé un ambassadeur et je lui ai dit, tu crois que je suis assis ici par hasard? On ne s'assoit pas ici par hasard. Pour arriver là. C'est pas par hasard. Même si tu dis oui, on avait éliminé Ouattara, on a éliminé Bédier, mais c'est tout ça qui n'est pas par hasard. Là. On dit aussi que l'article 35 de la Constitution est fait pour éliminer Ouattara. C'est pas de soulever la question qui m'étonne, mais c'est les réponses que j'entends souvent qui m'étonnent. Il y en a qui disent non, ce n'est pas fait pour éliminer Ouattara. Mais oui, c'est fait pour éliminer Ouattara. Nous avions dit qu'un texte est conçu pas contre quelqu'un. Mais oui, c'est fait pour éliminer Ouattara. Pas contre quelqu'un. Mais oui, c'est fait pour éliminer Ouattara. Mais ce sont les manipulations qui sèment les guerres civiles dans les pays. C'est les mensonges qui sèment les guerres. Même si tu dis oui, on avait éliminé Ouattara, on a éliminé Bédier, mais c'est tout ça qui n'est pas par hasard. Là. Est-il important pour notre forum de s'offrir une petite pause arithmétique où chacun sortirait sa calculatrice? Avons-nous encore intérêt à rappeler le triste et honteux spectacle des 19 quarts en partance pour Divo, Lakota, Gagnoa, avec des milliers d'électeurs ayant déjà voté à Abidjan? Mais c'est tout ça qui n'est pas par hasard. Là. Ces hommes et ces femmes avaient été interceptés à Divo et verbalisés sous la supervision du président du tribunal de cette localité. Est-il nécessaire de rappeler que des huissiers et avocats commis par nous avaient eu à constater à Abobo, à Koumassi, à Trècheville, à Yopougon et dans bien des endroits
de nombreux procès-verbaux fictifs ou encore, à moins que le Blanco ne soit déjà passé, les 110% de taux de participation à Beauville. Mais c'est tout ça qui n'est pas par hasard, là. Les exemples sont trop nombreux pour être tous énumérés devant vous. Oui, ceux qui revendiquaient hier la transparence des urnes étaient soudain devenus ainsi les grands maîtres de la technologie électorale. Mais c'est tout ça qui n'est pas par hasard, là. À quoi servira-t-il encore, au cours de cette messe de repentance et de pardon, d'évoquer les douloureux cas de nos représentants qui avaient été interdits d'accès aux différents bureaux de vote parce que leur mandat ne revêtait pas de cachet d'un parti politique? Mais c'est tout ça qui n'est pas par hasard, là. J'ai envoyé des gens leur expliquer avant le 6, avant la proclamation de la Cour suprême, que le bonhomme qu'ils soutiennent ne sera jamais candidat à Côte d'Ivoire. Jamais. Ouais. J'affirme qu'il n'a jamais été dit dans l'arrêt du 6 octobre 2000, et je le dis aujourd'hui solennellement, que M. Alassane Ouattara n'est pas ivoirien. Personne ne l'a dit. Pour moi, M. Alassane Ouattara est ivoirien. À mon niveau, le débat est clos. Alassane Ouattara est ivoirien, évidemment. Oui, puisque je l'ai soutenu pour être président de la République. Mais ce sont les manipulations qui sèment les guerres civiles dans les pays. C'est les mensonges qui sèment les guerres. Même si tu dis oui, on avait éliminé Ouattara, on a éliminé Bédié, mais c'est tout ça qui n'est pas par hasard, là. Et donc, mesdames et messieurs, lorsque vous écoutez cette vidéo, je vais prendre juste quelques points. Gbagbo dit que ce sont les mensonges et les manipulations qui apportent les guerres dans les pays africains. Nous sommes aujourd'hui en 2024. Entre le gouvernement du président Ouattara aujourd'hui et l'opposition ivoirienne qui utilise la manipulation, qui utilise le mensonge. Si vous arrivez à connaître qui parmi le gouvernement du président Ouattara et de l'opposition ivoirienne, constituée de Laurent Gbagbo, de Tidjane Thiam aujourd'hui, fait de la manipulation et du mensonge, c'est ceux-là qui apportent les guerres et c'est ceux-là qui veulent apporter la guerre. Dans la même vidéo, vous aurez vu les uns et les autres affirmer que, surtout Laurent Gbagbo, que l'élimination de Ouattara était un plan bien mis en place et que ce n'était pas du tout un hasard et que c'est ce qui lui a permis d'être à la place du président où il était lorsqu'il a dirigé. Et donc vous comprenez que encore Laurent Gbagbo était au pouvoir à travers des manipulations et Oulata Gouadi vous l'a dit que Laurent Gbagbo en 2000, c'est eux qui l'ont imposé militairement en kidnappant Honoré Gueye, le président de la Commission nationale électorale, ce que nous appelons aujourd'hui CEI. Et en plus de cela, comme ce n'était pas un hasard, le même Laurent Gbagbo avait planifié les massacres qui ont conduit au charnier de Yopougon. Il avait mis en place les escadrons de la mort. Et je vous le dis, ce sont ces facteurs-là qui ont conduit à une rébellion. Et si c'était à refaire, autant lui, Laurent Gbagbo, est dans la manipulation, autant nous serons, nous autres, dans la création des différentes rébellions. Laurent Gbagbo, tant que toi, tu seras un manipulateur, nous, on sera rebelles. C'est aussi simple. Et celui qui n'est pas digne de s'assumer pour réclamer son humanité est un homme indigne. Et la rébellion est venue pour remettre la dignité des gens au point. Et même si demain, c'était à refaire, tant que toi, Laurent Gbagbo, tu vas demeurer un affabulateur, un fourbe, nous allons demeurer des rebelles et des faiseurs de rébellion. Et on va voir où la Côte d'Ivoire va partir. En 2024, tu veux nous ramener encore avec tes manipulations. Ah, hier, on a découvert des armes.
Mais avant qu'on ne découvre les armes au cimetière hier, là, mais et ce qu'on avait découvert au Banco. Et non, c'est pas nous, c'est Adama Bictogo. Adama Bictogo, on peut l'accuser de tous les crimes. Mais je ne pense pas qu'il a intérêt à payer des armes. Et vous êtes en train de l'accuser injustement. Mais ça ne passera pas. Ceux à qui ces armes-là appartiennent, qui ont été découvertes là, on va les citer, ils seront tenus de venir. Et ça là, je vais te dire, il y en a même à Beauville. Il y en a à Beauville. Il y en a à Beauville. On connaît, on sait. Donc là, c'est pas nous, vous allez blaguer. Et pour à Beauville là, c'est Adama Bictogo qui a déposé ça là-bas. Pourquoi vous êtes chaud dans l'affaire de Bawa là? Calmez-vous, s'il n'a rien fait, il n'aura rien. Parce que Bawa a parlé. Donc qu'est-ce qui vous inquiète? Mais ça là, nous on sera vos terminus. On sera vos terminus. Et donc tant que des manipulateurs comme toi, Laurent Gbagbo, des gens sans dignité, des gens sans parole et des fourbes, des flargorneurs comme toi seront dans la politique ivoirienne, il faut compter sur nous pour qu'on mette le couteau entre nos dents et le fusil entre la main pour toujours vous résister. Ça sera comme ça. Et les gens se trompent. C'est ceux qui sont violents qui s'imposent. Et nous savons que nous avons la force de la violence de notre côté. Et nous n'allons pas hésiter à l'utiliser, mais de façon excessive contre vous. Mais nous vous attendons. Ce n'est qu'une question de temps. Si vous pensez que vous êtes violent, si vous pensez que vous pouvez taper vos poitrines, nous on vous attend au tournant et on ne va pas vous faire ça dans la dentelle. C'est ce que je tenais à dire. Et on va tomber dans le premier sujet, qui est un sujet d'ordre économique. Du sol au sous-sol. On va vous parler de l'économie ivoirienne. Dans les années 60 jusqu'en 1990, on nous disait que l'économie de la Côte d'Ivoire reposait sur l'agriculture. Mais à partir des années 2000, on va constater que la Côte d'Ivoire devient un pays qui commence à explorer un peu son sous-sol. On découvre un peu de pétrole, un peu d'or, un peu de tout ce que vous savez. Mais, bizarrement, à partir de 2024, voire 2023, on découvre que la Côte d'Ivoire a des potentiels qui font rêver le monde. Que ce soit en or, que ce soit en ressources minières, que ce soit en hydrocarbures. Les hydrocarbures, c'est ce qu'on appelle simplement pétrole. La Côte d'Ivoire fait rêver. Et ça retransforme la qualité de notre économie. Si hier notre économie était basée sur le sol, maintenant notre économie est en train d'aller dans le sous-sol. Et c'est important d'informer les Ivoiriens. 3 économies africaines vont enregistrer une croissance remarquable en 2024. Ce sont celles du Sénégal, du Niger et de la Côte d'Ivoire. Et donc, l'information a été donnée à la fin des dernières assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, la BAD, tenue à Nairobi, au Kenya, du 27 au 31 mai 2024. Cette embellie tire son origine du boom que connaît le secteur minier et pétrolier. Les ministres des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoya Koulibaly a puisé dans les profondeurs des gisements du pétrole, du gaz et des minéraux, que sont l'or et le coltan, afin d'éclairer les Ivoiriens et le monde des affaires sur le virage que prend l'économie ivoirienne. Chers parents, on est dans le mois de juin, mais exactement entre le 27 mai et le 31 mai, les représentants de la Banque africaine de développement se sont réunis au Kenya, dans la capitale qu'on appelle Nairobi. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont parlé des économies africaines. Et la conclusion qu'ils ont tirée, c'est qu'ils ont trouvé 3 pays. En 2024, là, on dit, eux, leur croissance, là, ça sera une croissance qui va étonner tous les Africains. Quels sont ces pays? Le Sénégal, le Niger et la Côte d'Ivoire. Voilà les 3 pays qui ont été cités. Et on dit, mais qu'est-ce qui permet de savoir que ces pays-là vont faire une croissance qui va étonner?
le reste de l'Afrique et le monde. Il dit, ces pays-là, on a découvert des mines d'or, des mines de coltan. On a découvert des gisements de pétrole. Et on a découvert des produits miniers et pétroliers. Et ce sont des gisements tellement importants que ces pays-là vont connaître des lendemains meilleurs. Et maintenant, le ministre de l'énergie, des mines et du pétrole de la Côte d'Ivoire, M. Mamadou Sangafoya, a tenu à donner quelques explications pour que les uns et les autres puissent comprendre. Et c'est ce qu'on va vous expliquer un peu. Dans un style pragmatique et pédagogique, il a fait son passage devant la presse dans le rendez-vous du gouvernement le 6 juin dernier à Abidjan. Une véritable séance de démonstration de la politique offensive et dynamique de la Côte d'Ivoire en matière d'énergie, de mines et de pétrole. Pendant 3 heures d'horloge, l'invité de cette tribune a démontré et expliqué le nouveau souffle que le pays donne à son économie. En effet, depuis son indépendance, la Côte d'Ivoire a mis l'accent sur l'exploitation de son sol. Souvenez-vous du slogan « Le succès de ce pays repose sur l'agriculture ». Le disant, l'on faisait surtout référence au binôme café-cacao. Puis, une diversification a permis d'y associer le coton, l'EVA, l'anacarde, le palmier à huile, la banane, dessert, etc. Et donc, quand Mamadou Sangafoya commence son entrée, sachez qu'il y a une émission qu'on appelle le rendez-vous du gouvernement. On invite un ministre et de cette même façon, on aimerait qu'on invite Sidi pour qu'il nous explique ce qu'il fait. Et il a expliqué pendant 3 heures du temps que vraiment, au moment des indépendances à partir de 1960, la Côte d'Ivoire avait basé son économie sur le sol. Premier produit, pays producteur de cacao, deuxième café, etc. Premier producteur d'EVA, anacarde, palmier à huile, banane, tout, coton. Ça, c'était hier. Et ce n'était pas mauvais. Ça a aidé la Côte d'Ivoire à aller de l'avant. Et pour vous dire en vrai, c'est grâce à la culture du café et du cacao que la Côte d'Ivoire a pu construire sa première présidence. Contrairement à ce que les gens vous disent, que la présidence est louée, etc., c'est faux. La Côte d'Ivoire n'a jamais loué de présidence. Puisque quand la Côte d'Ivoire prend nouvellement son indépendance, c'était la colonie la plus pauvre. On n'avait même pas d'intellectuels, on n'avait pas de ressources, on n'avait rien. Et donc, dans ces conditions-là, ce sont les Dahoméens qui venaient enseigner. Ce sont les Burkinabés et les Maliens qui venaient pour cultiver le cacao et le café. C'est eux, les Burkinabés, qui ont fait le canal de Vridi en l'ouvrant. Même si c'est vrai qu'on les a têtés un peu, etc. Et les coopérants français qui étaient là. La Côte d'Ivoire avait besoin de tout. Mais grâce au binôme café-cacao, Houphouët-Boigny va utiliser ces ressources-là. Souvenez-vous que même les ciments, même il n'y avait même pas usine de ciment en Côte d'Ivoire aux indépendances. Tout est venu de la France. Et ils ont pu construire ce premier palais-là. Ça n'a jamais été loué. Si quelqu'un vous dit que le palais est loué là, dites-lui, bon, comme c'était loué au temps d'Houphouët là, on ne peut pas trouver les reçus. Comme c'était loué au temps de Bédier, PDC ne va pas donner reçu. Mais au moment de Gbagbo là, comme c'est encore loué là, Alassane Ouattara loue là, ils n'ont qu'à apporter les reçus de location là, ils n'ont qu'à apporter un seul. Quand ils vont apporter un seul là, maintenant, on va croire. Ça veut dire que Laurent Gbagbo même louait la présidence de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à apporter un reçu d'un mois, un seul mois qu'ils ont payé. Gbagbo a fait 10 ans au pouvoir, mais ils n'ont qu'à donner un seul mois de facture qu'ils ont payé à la France. Là, quand c'est comme ça, on va dire vraiment, Ouattara est en train de cacher, Bédier et Houphouët ont caché, mais Gbagbo a montré le reçu. C'est du mensonge. Mais le monde évolue. Est-ce que on va toujours avoir la chance avec le café, le cacao, le coton, l'EVA, l'anacarde, le palmier à huile et autres? Non. Il se trouve aujourd'hui que le secteur agricole, quand bien même qu'il est en train d'être transformé, il est en train de connaître une nouveauté, puisqu'aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est l'industrialisation et la transformation de nos produits. Le gouvernement est en train de faire des grands travaux d'investissement à ce niveau-là. C'est pourquoi vous voyez des centres même de transformation de l'anacarde,
du cacao. Aujourd'hui, même quand vous partez en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de petites compagnies qui font un peu du chocolat. Tout ça, c'est très bien. Et cela continue d'aider notre pays. Mais, est-ce que c'est suffisant? Parce que les terres exploitables, même les terres qu'on pouvait prendre aujourd'hui pour faire l'agriculture, sont en train de manquer. Et Dieu merci, comme Dieu n'abandonne jamais son peuple, la réponse à l'avenir se trouve dans le sous-sol. Avec plus de 1200 milliards de francs CFA, c'est le montant alloué à la recherche pétrolière de 2011 à 2023 qui n'ont pas été vaines. Donc beaucoup pensent que quand on dit on a découvert pétrole, baleine, on a découvert les champs miniers, comment on appelle, Kalao, les gens pensent qu'on était assis comme ça et puis un jour, le Saint-Esprit est venu dire, bon, il y a pétrole ici, il y a l'or ici. Non, hein, c'est pas comme ça s'est passé, hein. Ça veut dire, nous, on n'a pas la technologie. Nous, on ne peut pas se lever pour aller dans la mer là-bas, à 20-30 km. Tu vas dans la mer que tu connais là. Tu prends un bateau là, tu vas dedans là-bas, en pleine mer, 30 km. Quand tu arrives là-bas là, tu dis à bateau là, il faut t'arrêter bateau. Bateau dit, je me suis arrêté. Bateau dit maintenant là, tu prends maintenant fer, tu vas creuser pour descendre en bas de la mer là. Tu creuses. Il ne faut pas porter combinaison, tu n'as pas besoin de ça. Dieu te protège, tu es le peuple de Dieu. Tu descends seulement, tu descends, tu creuses. Quand tu es fatigué un peu là, tu t'arrêtes. À quelqu'un que tu avais payé au quartier là, et puis ça est dans ta poche là, et puis c'est pas mouillé là, tu enlèves un peu, tu manges. Quand tu as fini de manger là, tu bois un peu de Fanta, tu remets le reste de ta poche, c'est pas encore fini. Tu redescends encore, tu creuses avec ta machette. Tu es en train d'aller en bas de la mer, hein. Tu as creusé 1 kilomètre, non? Tu mets sable là à côté, dans l'eau là, ça va pas bouger. Tu es le peuple de Dieu, tu continues, puisque Moïse a bloqué la mer. Pourquoi toi tu peux pas? Tu descends encore. Quand tu as creusé 2 km, tu es fatigué. Ok. Et puis il fait nuit là. Faut pas te fatiguer. Courant qui est dans ta poche là. Tu branches ça dans l'eau là. Maintenant là, tu allumes, tu déplies ton lit. Tu te couches. Et puis tu dors. Et puis tu rêves. Et puis tu fais révélation. Le lendemain encore, tu reprends le travail. Tu brosses tes dents. Tu brosses tes dents. Et puis tu verses l'eau là. Et puis maintenant, tu continues le travail là. Si tu as envie de manger là, nourriture chaude là, tu places gazinière là, tu prépares. Et puis maintenant, tout ça c'est en bas de la mer. Hein. Et puis maintenant, quand tu es rassasié là, tu commences le travail là, d'abord avec pioche. Tu commences à creuser, jusqu'à tu vas atteindre au moins 6 km en bas de l'eau là. Tu vas avoir pétrole là-bas. Peuple de Dieu. Bête que tu sois. Tu penses que c'est comme ça. C'est que je suis en train de t'expliquer pour montrer que tu es bête là. Ce qui se fait là, on n'a pas la technologie, c'est pas avec machette d'abord tu peux aller à 6 km en pleine mer pour creuser. C'est avec de la haute technologie. C'est avec des outils de forage extrêmement performants. Nos pays n'ont pas ça. Et même si on avait ça, on n'a pas la technologie. Donc qu'est-ce qu'on fait? La Côte d'Ivoire a pris 1200 milliards. Alassane Ouattara, quand il est venu, depuis 2011, là, il a pris 1200 milliards dans l'argent de la Côte d'Ivoire. Il dit, bon, société Eni, société Total, société tant, comme vous avez une expérience là, nous on vous invite, venez dans nos côtes maritimes et vous allez explorer. Voilà la partie de l'argent qu'on vous donne pour vous aider. Maintenant, si on arrive à trouver du pétrole ou on arrive à trouver quelque chose, on va maintenant faire signer un partenariat et puis maintenant, on va pouvoir partager. Donc, ne pensez pas que c'est tombé du ciel. Le gouvernement a une vision et une volonté d'aider les Ivoiriens et a investi autant que ses partenaires étrangers, les sociétés de recherche de pétrole. C'est comme ça qu'on fait pour découvrir le pétrole. Et Dieu merci, à partir de 2023, on a commencé à voir les bénéfices du travail que le gouvernement est en train de faire. 3 dates historiques sont à retenir. Septembre 2021, juillet 2021 et février 2024. Des dates correspondant à la découverte d'importants gisements de pétrole. Souvenez-vous que, à partir de 2021, comme si c'était un hasard, boum, 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 ça ressort. Septembre 2021, bim,
Dieu révéla des entrailles de la mer le pétrole. Juillet 2022, ouh, pétrole dit je suis là, prenez-moi. Février 2024, Dieu dit je t'ai béni mon peuple. Voilà ça, il faut prendre, tu vas partir. Gisement Kalao, gisement Baleine, etc., etc. Ces nouveaux gisements sont évalués à 6 milliards de barils de pétrole brut. Quand on vous dit que Ouattara c'est un commerçant, là, les 1200 milliards qu'il a mis dedans le partenariat, là, 6 milliards de barils de pétrole brut. Faut aller sur Internet, c'est pas à moi de te dire. Tu prends le prix du baril du pétrole aujourd'hui. Un baril là, tu multiplies ça par 6 milliards de barils. Tu vas voir si ce que tu gagnes dedans là, 6200 milliards, ça représente quelque chose. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui a de la vision. Il est clair qu'avec ces chiffres, la Côte d'Ivoire peut frapper à la porte de l'OPEP. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'on a fait ces découvertes-là, la Côte d'Ivoire aujourd'hui peut dire Dieu merci, on peut être parmi les pays exportateurs de pétrole. Notre nom va rentrer dans les pays qui vont exporter du pétrole. Sur la base des réserves naturelles actuelles, notre pays pourra devenir exportateur net de pétrole brut à l'horizon 2030 et intégrer, s'il le souhaite, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, a signifié le ministre Sangafoya. Le pays joue gros sur cette lancée. Les projets structurants à l'échelle 2030 se chiffrent à plus de 2040 milliards de francs CFA. Cet investissement concerne la conception, le financement et la construction de l'exploitation des infrastructures pétrolières sur toutes les chaînes de valeur. Seulement, ils doivent faire face aux problèmes de financement. Et donc, d'ici 2030, la Côte d'Ivoire pourra se frotter les mains. Et la Côte d'Ivoire pourra être parmi les pays sur qui le monde entier va compter pour décider du prix du pétrole. Mais, comme Dieu ne donne jamais rien cadeau, on a toujours besoin d'investissements et il faut toujours renforcer les investissements. On aura encore besoin de beaucoup d'argent. Ce n'est pas parce qu'on a découvert le pétrole là que le pétrole même va sortir comme ça. Comment il faut exploiter, comment il faut tirer le pétrole pour l'amener sur la terre et essayer de distribuer, de le transformer, c'est toute une chaîne. Et ça demande des infrastructures. Et tout ça, ça demande sur toute la chaîne des valeurs, à toutes les étapes de sa production, ça demande de l'effort et de l'investissement. Et c'est à ce niveau-là que nous sommes. Il se trouve que les pays occidentaux, qui se sont pourtant développés à travers le charbon et le pétrole, sont aujourd'hui les pourfendeurs de l'énergie fossile, largement localisés dans les pays africains. Mais les Africains n'entendent pas rester les bras croisés. Effectivement, le monde a toujours été un défi. Chacun aura son modèle de développement et chacun se développera en fonction de ce qu'il a comme potentiel. Et ce n'est pas à nous, Africains, de nous laisser impressionner. Si les véhicules électriques peuvent bien marcher en Europe parce qu'ils ont les conditions de la route et autres, chez nous, nous allons utiliser le potentiel qui nous est donné pour essayer d'évoluer. À présent, toutes les rencontres internationales, ils se font entendre et s'organisent à propos. L'or noir apparaît comme la lumière qui va faire briller les économies africaines. En tout état de cause, la Côte d'Ivoire est déterminée à tirer tous les avantages de son sous-sol marin et terrestre. Et donc, lorsqu'on parle du sous-sol, sachez que en dehors du sous-sol marin, en dehors du sous-sol en bas de la mer, la terre où toi et puis moi on marche là, dans nos villages là, en bas là, dans la terre là, il y a l'or, il y a manganèse, il y a nickel, il y a coltan, il y a lithium. Quand on va t'expliquer là, tu ne peux pas comprendre. Par exemple,
L'or et puis le lithium, on utilise ça dans vos téléphones. Alors, il ne faut pas aller casser ton téléphone pour dire, éclaireur m'a dit qu'il y a l'or dans mon téléphone. Oui, il y a l'or dans ton téléphone, mais c'est à quantité minime. Il va falloir que tu casses au moins 30 portables pour avoir peut-être 1 gramme. Mais il y a l'or dedans. Il y a le lithium aussi dedans. C'est le lithium, batterie de ton téléphone là, c'est fait de lithium. C'est un matériel naturel qui peut conserver de l'énergie sur un long moment. Et etc. Ce sont aussi des minéraux qui ont été découverts en Côte d'Ivoire. Et les gisements qu'on a découverts, ce sont des gisements qui sont de grandes ampleurs. Et ce qui est intéressant, comme ça, c'est pas en mer là-bas, ça va créer des emplois et ça va permettre aussi, nous qui n'étions pas un pays qui exploitait son sous-sol, on va former des personnes dans les métiers des sous-sols, de la gestion des minéraux. On va mettre des investissements, former des personnes et elles vont aussi apporter leur expertise. Et donc, quand on regarde tout ça, ça démontre que maintenant, aujourd'hui, les Ivoiriens peuvent se frotter à de nouvelles compétences et à de nouvelles formations professionnelles. Acquérir et bonifier leurs connaissances dans des métiers qui jusque-là étaient restés au bas des activités classiques. Et vous allez voir dans nos universités, il y a les métiers qui sont liés aux minéraux, aux sciences du sous-sol qui vont se développer. Les ministères des mines et autres là, ils vont avoir, il y a des enfants qui vont aller étudier ça. On va enseigner ça dans nos universités. Et ça va prendre de l'ampleur. Et c'est ça qui est important. À partir d'une vision, on arrive à créer plusieurs champs de compétences. Ça là, si tu n'es pas un président visionnaire, tu ne peux pas faire ça. En plus, les zones d'exploitation bénéficient d'externalités. Ce sont des routes, des réalisations sociales, des dispensaires des écoles, de l'aide au développement local qui s'impose aux opérateurs. Mais ce qui est encore intéressant, quand on parle ici d'externalité, ça ne veut rien dire. Ça veut dire tous ceux qui sont des grandes compagnies qui vont venir s'installer à Kani par exemple là. On va demander aux populations de Kani, comme les gens veulent enlever votre or là, vous-même là, vous avez besoin de quoi ici dans votre région? On ne parlera pas d'un coin dans votre région. Les populations vont s'asseoir, on va prendre Bic, mettez Tefé Tiaou, c'est le seul intellectuel des gens de Kani. On dit mettez Tefé, viens dans ton village. Quand il arrive là, on dit il faut prendre Bic, mettez Tefé, prends Bic. Il dit bon ici là, on a besoin de routes, on a besoin de dispensaires dans tel village, dans 10 villages, on a besoin de 20 écoles, on a besoin de tel nombre de routes. Parce que c'est notre or, vous allez enlever. Si vous ne gagnez pas bénéfice là, vous n'allez pas venir. C'est à prendre ou à laisser. Ils disent, bon, on prend. Et puis ils font. On dit, bon, comme c'est comme ça là, notre eau là, on ne veut pas que ce soit pollué. On va discuter. Donc quand on discute avec les grandes compagnies, on ne discute pas seulement de ce qui est visible, mais il faut discuter aussi de la santé de la population. Il ne faudrait pas que nos eaux soient polluées, il ne faudrait pas que notre air soit pollué, et il ne faudrait pas aussi que nos champs d'anacarde, nos champs pour nous nourrir soient mis en danger. Et c'est très important. Et ça sera fait et encadré par des comités locaux de développement. Ça veut dire, en collaboration avec l'État, les cadres des différentes régions, ça ne se fera pas dans le vide. C'est pas Maracana de vacances pour dire que non, c'est dans Vrouvrou. Ça se fera et ça sera bien encadré. Les cadres seront là, les villageois même seront là, l'État même sera là, les entreprises qui veulent venir exploiter seront là. Ce qui va se dire, on ne va pas cacher à quelqu'un. C'est comme ça on gère un pays. L'économie ivoirienne prend ainsi son envol, en s'enracinant forcément dans un sous-sol béni, qui envoie un autre message au processus de développement du pays, celui de la diversification, mais surtout de l'espoir d'un avenir radieux. Et c'est ce qui pourra permettre, et c'est ce que nous souhaitons. Grâce à cela, les Ivoiriens vont pouvoir vivre mieux chez eux et pouvoir être à la hauteur des rendez-vous de l'histoire. C'est vraiment important, chers Ivoiriens. Ne négligez pas aujourd'hui les efforts que fait le gouvernement du docteur président Ouattara en termes de développement humain. Et ce ne sont pas des propos vides, ce n'est pas du flattou-vaucis quand les gens disent que la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie. Mais cette Côte d'Ivoire qui est sur la bonne voie, c'est pour vous, les jeunes gens. C'est pour vous qui avez tout l'avenir devant vous. Mettez-vous au travail, formez-vous à n'importe quel secteur. Quand l'économie est diversifiée, vous aurez votre part. C'est un article qui était tiré de Fraternité Matin, et puis bon, j'ai donné un peu
quelques explications pour essayer de faire comprendre. PDCI, il n'y a pas RDA. Un héritage trop lourd pour Tidjane Thiam. On dit, bagage de PDCI là, c'est devenu sac de cailloux sur la tête de Tidjane Thiam, de Chaka Dian. Il paraît qu'au village, les gens l'appellent Chaka Dian. On dit, c'est devenu sac de cailloux sur sa tête. S'il est parvenu à la tête du PDCI dans des conditions calamiteuses comme Laurent Gbagbo, il y a fort à parier que l'héritage laissé par Henri Konan Bédié à son successeur sera trop lourd pour lui. Le journal nous explique que de la manière que Laurent Gbagbo dit « Je suis venu au pouvoir de façon calamiteuse », c'est comme ça aussi que Thiam, par la corruption, par la manipulation, par la fourberie, par la goujaterie, est arrivé au pouvoir, en corrompant de pauvres villageois et de pauvres représentants locaux de partis. Je paie vos cotisations, j'ai fait ça. Aujourd'hui, là, Chaka Dian est à la tête du PDCI, mais c'est lourd sur sa tête. On l'a dit et répété. Absent du pays pendant près de 25 ans, 25 ans, c'est déjà un quart de siècle, pendant lesquels les paradigmes de la politique ivoirienne ont évolué. Tidjane Thiam aura des difficultés à s'imposer, surtout à imposer sa marque au sein du PDCI, comme l'a fait Henri Konan Bédié. Et donc, après avoir fait 25 ans, Chaka Dian se retrouve en Côte d'Ivoire. Quand Chaka Dian rentre en Côte d'Ivoire, il pense que la politique coloniale qui était menée il y a près d'un quart de siècle, c'est cette même politique villageoise et coloniale qui est encore là. Et donc, il vient, il demande aux gens, il dit, je suis arrivé. On dit, bonne arrivée. Il dit, bon, toi, tu as payé tes cotisations. Il dit, Il dit, bon, je vais payer. Comme c'est pas beaucoup, je vais payer. Ah, toi, tu veux quoi même là? Ah non, moi, j'ai besoin d'argent. Ma femme va accoucher bientôt. Ah, tiens, il a corrompu les gens comme ça. Et maintenant, il pensait qu'en donnant des broutilles aux gens, ça sera suffisant. Mais ce qu'il avait oublié là, c'est que quand tu fais 25 ans sans arriver dans un pays là, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et donc, il prend la tête du PDCI. Et il pensait que les choses allaient se passer tranquillement. Et maintenant, les gens le voient comme un dieu. On dit PDCI là, pour faire fonctionner là, il faut avoir le jet. PDCI là, c'est pas parce que Bédié était fort, hein, mais c'est parce qu'il avait jeton. Est-ce que tu es prêt à découvrir le jet? Est-ce que tu es prêt à enlever ta main sur jeton là? Chaka Dian dit, moi je n'ai pas l'argent d'aide. Est-ce que vous ne savez pas que j'ai fait tomber le Crédit Suisse? J'ai fait tomber des milliers d'épargnes aux États-Unis. J'ai menti à des Chinois pour prendre leur argent. Vrai là, moi je suis venu, j'ai peur d'aller en prison. Je vais me servir de la Côte d'Ivoire pour payer tous les crédits pour ne pas aller en prison. Parce que la prison n'est pas facile. Et quand tu vas en prison, il y a des choses pas bonnes qui se passent là-bas. Je ne veux pas devenir la victime des autres là-bas. Et vous savez de quoi je veux parler. Donc Chaka Dian dit, ce que je peux faire pour vous là, laissez-moi, je vais aller voir Alassane Ouattara, le président. On va lui demander 2 milliards. On va lui demander 2 milliards. Maintenant, s'il nous donne 2 milliards là, je vais déclarer 900 millions. On va tout dire en public. Oh. On va tout dire en public. On ne peut rien cacher. Oh. C'est pas bon de cacher la vérité. C'est pas bon. Il dit, si on s'en va là-bas, là, on va demander 2 milliards. Et donc, si on a les 2 milliards, là, on va enlever 1 milliard 100 millions, mettre ça à côté. On va déclarer 900 millions au grand jour. Et puis après, maintenant, là, on va prendre les 1 milliard là, pour commencer à faire campagne. Et puis nos petits plans là, pour taper dans le dos du président. Le président, lui, c'est un commerçant, il n'a rien dit. Il a entendu, il dit, j'ai compris. Quand Finera est arrivé là, il a donné 100 millions. Et puis les 100 millions là, il a partagé avant de donner. Tu entends au village, on crie, il nous a tués, il nous a tués, même si c'était ça, il ne faut pas donner. En tout cas, cadeau c'est cadeau. Cadeau là, on ne refuse pas. Que c'est beaucoup, que c'est petit, tu prends. Mais ce qu'ils voulaient, ils n'ont pas eu. Et donc, l'individu est devenu très nerveux. Chaka Dian est devenu très nerveux. C'est pourquoi il était, pendant les funérailles, il était très calme. Il pensait qu'il allait avoir le président. Là, on va dire, il a changé de... Mais j'ai dit, c'est sorti vent en sueur.
Et donc maintenant, là, depuis que finira, il est très nerveux. Il est très nerveux. Mais nous, on dit, nous, ça nous glisse sur le corps. L'on dira peut-être que c'est une équipe qui gère le PDCI et non un individu. Mais l'approche monarchique est inscrite dans l'ADN du PDCI. Au point où à qui échoue la présidence de ce parti est considéré comme un souverain. C'est comme ça Félix Houphouët-Boigny l'a été, ensuite Henri Konan Bédié. Ceci est la conséquence de l'ancrage sociologique de ce parti. Or, Thiam est trop occidentalisé pour porter cette couronne de chef à qui l'on doit annoncer tous les funérailles, proches et lointaines, et à qui, à son tour, doit délier la bourse. Mais chaque agent que vous voyez là, si tu cherches Pingre, si tu cherches Père Picsou, si tu cherches Bernard Madoff, si tu cherches un radin, c'est lui. Tidjane Thiam alias Chaka Djan. Il dit, l'argent que lui, là, lui va enlever, donner ça aux gens. Il regarde les gens du PDCI là. Vous voyez ça, Matlaton 100 francs là, lui il ne connaît pas. Lève là est toujours sèche. Mais c'est en fait, c'est génétique. C'est génétique. Parce que les gens de là-bas là, même quand ils mettent ça là, c'est comme ça. C'est pas un jure, hein, mais c'est comme ça. Il dit, moi, Chaka Djan, prendre mon argent. Pourquoi vous allez venir m'annoncer funérailles? Hein? Pourquoi vous allez venir? Est-ce que, on dit, c'est comme ça, quand tu es président du PDCI là, tu vas faire funérailles de village, funérailles de campements, on va tout annoncer. Et quand tu annonces là, tu dois mettre la main dans la poche. Chaka Djan dit, donc c'est comme ça Houphouët faisait, c'est comme ça Bédié. C'est ça, ce sont des monarques, ce sont des tyrans, c'est comme ça, c'est comme ça. Il faut que tu mettes ta main dans ta poche. Sinon là, tu ne mets pas main dans la poche là. Ça passe pas. Chaka Djan est là, ça l'a rendu un peu triste. C'est ce qui fait qu'il est devenu un peu froid. Les gens lui ont rappelé, tu es venu prendre la place de Houphouët, tu es venu prendre la place de Bédié là. Tu pensais que c'est une place, tu ne vas pas occuper. On dit que la nature a horreur du vide. Tu vas occuper l'espace là. Tu flottes, mais on va te déflotter. Tu veux décélérer, on va t'accélérer. Et là, il se rend compte maintenant qu'il doit aller prendre des leçons sur la culture à Caen. Lui qui se disait le petit-fils d'Houphouët, on se rend compte qu'il ne maîtrise même pas la culture de son grand-père, qui voudrait que l'adhésion naturelle des Akans soit une chose acquise. Mais les Akans même se rendent compte que celui-là, de ce que Houphouët avait dit là, que c'est par alliance, que sinon lui, ses sœurs n'ont jamais eu d'enfants là. C'est-à-dire que quand son père est arrivé dans les avions, on dit, bon, on va vous mettre dans notre famille comme ça là. Ils les ont accueillis là. C'est eux qu'on appelle en Côte d'Ivoire les boussons. Les saisonniers là. Donc là, c'est pourquoi on dit là, original est toujours original. Or blagué va toujours rester or blagué. Chaka Djan était devenu or blagué. Il brillait. Mais face à la dure réalité, les Akans même disent que ça là nous a trompés. On nous a trompés. C'est vrai qu'il y a des affinités familiales. Mais Tidjane Thiam est très loin d'être Félix Houphouët-Boigny, au point de susciter l'adhésion naturelle des Baoulés pour la cause du PDCI. Si Houphouët est ton grand-père là-haut, tu n'as pas générosité d'Houphouët. Si Houphouët est ton grand-père là, tu ne peux pas réunir les Akans. Même Henri Konan Bédié, qui était un acariate comme Joe le Dalton, était quelqu'un qui savait réunir les Akans. Mais Tidjane Thiam a pris la tête du PDCI. À une période où tous les barideurs qui ont été les bras séculiers de Bédié sont aujourd'hui au RHDP. Ça, c'est un facteur. Et le peu de personnes qui pouvaient encore le guider là, il a chié dans la bouche de tous ceux qui pouvaient lui dire, bon voilà, où il faut passer, voilà les erreurs qu'il ne faut pas commettre.
quand tu prends Jean-Luc Bion, quand tu prends, comment il s'appelle déjà? Celui qui a volé les 18 milliards là. Guy Kaoué. Quand tu prends par exemple les Thierry Tano, ce sont des gens qui maîtrisent le rouage du PDCI. Lui, il a pensé qu'en venant distribuer 1000 francs et 2000 francs pour dire j'ai payé cotisation, que ça sera suffisant. Tu penses qu'on est encore à l'époque coloniale où le colon vient, il distribue des biscuits aux villageois et puis c'est fini. Il exploite le village. En tout cas, voilà la dure réalité qui est là maintenant. Et le PDCI se retrouve sans argent, sans un leader fort et sans plan et sans programme de campagne et sans base sociologique. Il n'arrive même pas à convaincre même dans le pays à Caen. Et actuellement, là, il y a beaucoup même d'Acan qui disent qu'eux, là, eux ne vont pas voter pour lui. Il y a beaucoup qui disent qu'eux ne vont pas voter pour lui. Et qu'ils ont été trompés. Et quand on leur demande là, ils disent, oh, tic pas. On dit, mais c'est quoi qui est bon? Il dit, oh, tic pas. Et puis, il y a toujours, c'est douleur là. C'est j'avale ma douleur. Il dit, c'est bon. Il dit, c'est quand on voulait voir, on a eu. Donc, c'est bon comme ça. Oh, tic pas. Et ça veut dire, on a pris notre dose. On te regarde dedans. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, le PDCI même n'a même pas aujourd'hui un bastion. À part leur siège qui est à Cocody là, ils n'ont pas de bastion. Parce que ils n'ont pas le courage d'aller sur les terres de Jeannot Ahoussou Kouadio. Ils n'ont pas le courage d'aller sur les terres d'Amédée Kouakou. Ils n'ont pas le courage d'aller sur les terres d'Assaouro Kona Jacques, qui sont devenus incontournables dans le centre. Et quand on va un peu dans le sud, ils ne peuvent pas aller sur le terrain d'Akaouélé. Lui, il a bétonné ça et puis il a assis dessus. Quand on va aussi à l'est, on retrouve Kona Adjoumani et autres qui sont là-bas. Et ils ont barricadé le secteur là-bas. Et ça, depuis des décennies et des décennies. Donc ça fait qu'aujourd'hui, le PDCI est étranglé et leur bastion là, leur fief électoral là, c'est leur siège qui est à Cocody là. Quand tu passes là-bas, là, tu soulèves ta tête comme ça, tu regardes dedans, c'est 10 personnes que tu vois et puis tu dis, nous on était en train de passer et puis maintenant tu passes. C'est avec une telle configuration que lui va aller pour gagner les élections. Et tiens, même qui n'a pas de personnalité, c'est aussi un grand problème. Ce sont les cyberactivistes comme les Isaac Nieba, comme les petits gamins, les brouteurs, qu'ils ont payé pour maintenant essayer de traverser l'histoire. Des gens qui n'ont même pas le courage de s'assumer pour ouvrir leurs commentaires. Des gens qui n'ont même pas le courage d'accepter un débat. Mais si vous êtes faible jusqu'à ce point-là, vous ne pourrez pas faire la promotion de vos mentors. Venez étaler les lacunes de vos concurrents comme de la manière dont on étale les différents opposants là. Demain là, même s'il y a débat aujourd'hui, à l'air là, non, on s'en va là-bas. Parce qu'on a trop confiance. C'est de cela qu'il est question. Donc voilà un leader qui n'est pas charismatique. Voilà un leader qui ne convainc pas. Mais voilà un leader qui utilise des brouteurs et des chacals aux petites queues pour essayer de faire du bruit. Et ça ne marche pas. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est quelqu'un qui est bête là, qui ne peut pas faire semblant. Quelqu'un qui est bête là ne peut pas faire semblant d'être intelligent. Mais quelqu'un qui est intelligent là peut faire semblant d'être bête. On vous connaît. Vos bruits que vous faites là, dès que vous finissez de faire là, on montre la vérité aux gens. Le maire de Port-Boué a dit que lui, il n'a pas été informé. On a appelé les services de communication du district d'Abidjan. Ils nous disent, écoutez, voilà, c'est eux-mêmes qui nous ont approché que l'abattoir, là, qu'il y a trop d'insalubrité, on n'a qu'à enlever le parc à bétail, là. Ils ont jazzé ça. On dit, non, c'est le maire là-même qui avait demandé. Ils disent, oui, oui. Avec toutes les dates, ils ont jazzé ça. Le mensonge, là, c'était en 90, ça prenait. Mais avec Internet, aujourd'hui, là, ça passe plus. C'est pourquoi même ceux que tu payes pour communiquer, ils se cachent. Les Isaac Nieba, là, ils se cachent. Ils ne peuvent même pas laisser les gens faire commentaires. Ils bloquent tous les commentaires, et puis ils parlent, et puis ils fuient. Mais si les garçons, ils n'ont qu'à accepter un débat. Pourquoi vous n'acceptez pas de venir faire les débats? On court derrière vous dans tous les sens.
Donc, ça veut dire que tiens, ton message passe pas. Les gens sont en train de bouffer le peu d'argent qui te reste. Et après, là, c'est là que tu vas connaître les Ivoiriens. Mais bientôt, il y aura une saignée du côté du PDCI. Il y a beaucoup là, ils ne sont pas convaincus. Hein. Mais comme là, ils sont tenus par leur ventre là, ils vont venir dire qu'ils sont devenus militants RHDP. Nous, on va leur dire, on est d'accord, mais au fond, on ne croit pas en eux. Mais il y aura la guerre des dieux, la guerre des titans. Thierry Tano n'a pas dit son dernier mot. Jean-Louis Bion n'a pas dit son dernier mot. On va assister à tout ça. Et on va voir ce qui restera du PDCI, de ce frêle PDCI, sur les épaules d'un homme qui a été lui-même l'ancien directeur général du BNET et ministre du Plan, et qui a honte de venir nous dire ce qu'il a pu faire quand il était directeur. Toi, Tidiane Tcham, là, tu as été directeur du BNET, tu as fait quel travail là-bas? Et puis les Ivoiriens se souviennent de toi. Tu as été ministre du Plan, tu as fait quoi pour que les Ivoiriens se souviennent de toi? Tant que tu n'expliques pas ça, on ne va pas sauter sur un détail. Ça, il fallait qu'on te dise ça. Maintenant, hier, là, c'est eux encore qui se sont levés. Ils disent, Ouattara, les États-Unis ont abandonné Ouattara. Yeah, je vous dis, les États-Unis viennent de dire à Ouattara, no, Mr. Ouattara, it's over. It's over. You are mean. And this is the end of the game. You have to stop it. You got it? You have to stop it, Mr. Ouattara. Eux là qui ne comprennent pas anglais là, eux ils ont traduit ça, ils ont mis dans leurs journaux que les Anglais, parce que les Américains c'est les Anglais, que les Anglais disent comme ça que Ouattara là, que tellement ils cassent les bidonvilles là, que c'est pas bon, que c'est contre les droits de l'homme. Et donc ils ont braché Ouattara. Quand on a vu ça, on a dit, on est mort dans le pays là. On dit c'est fini pour nous. À cause de ça, moi je n'ai pas dormi hier nuit. Quand je suis allé au boulot là, j'étais en train de pleurer toute la journée. Les gens viennent, ils me disent, mais Clara, pourquoi tu pleures? Hein? J'ai dit, les États-Unis viennent de nous abandonner. Ça là, nous on est morts dans le film là. Dieu, comment les Américains peuvent faire ça? Nous on a cassé les bidonvilles là pour arranger. Ils disent que ton président, Alassane Ouattara, avec Cissé Bakongo, sont des sans-cœurs. Ils nous ont dit ça. J'ai dit, Dieu, les gens ont pris les pagnes. Ici là, il n'y a pas de pagne. Ces choses, les Kleenex, ils sont venus essuyer mes larmes. Ils disent, il ne faut pas pleurer. J'ai dit, bon, je ne pleure plus. Et il dit, mais pourquoi tu pleures? J'ai dit, c'est à cause de ça, je pleure. On dit, Washington vient de suspendre toutes les aides à la Côte d'Ivoire. J'ai commencé encore à pleurer. Je pleurais, en pleurant, jusqu'à ce que je ne puisse plus pleurer. Et là, moi, je cherchais à respirer un peu, là. Ça fait comme ça. J'étais fatigué aussi de pleurer. J'étais fatigué aussi. Même si je voulais pleurer, je ne pouvais plus aussi. Donc, j'étais obligé de me ressaisir. Donc, quand les gens m'ont demandé pardon, j'ai dit, comme vous m'avez demandé pardon, là, j'accepte de ne plus pleurer. Alors que j'étais fatigué. C'est là maintenant, il y a l'ambassadeur des États-Unis. Elle était en Côte d'Ivoire. Hein. Elle a dit, elle a entendu, quand j'ai pleuré, elle a entendu. Elle dit, bon, est-ce que tu as le WhatsApp? J'ai dit, oui. Elle dit, bon, let me talk to you straight. Elle dit, bon, je vais te parler en direct, hein, sans intermédiaire. Ce que les opposants viennent de dire là, c'est faux. J'ai dit, quoi? J'ai dit, quoi? Elle dit, c'est faux. Elle dit, tu n'as pas vu qui sont partis? C'est Africa Intelligence qui a donné l'information. J'ai dit, oui. Et les opposants ont pris. J'ai dit, oui. Mais est-ce que tu as vu notre note? J'ai dit, votre note? J'ai dit, moi, je n'ai pas vu. Cela est dit, nous, on vient de publier une note à l'ambassade des États-Unis qui est en Côte d'Ivoire. Oh, éclaireur, toi, tu sais comment les choses fonctionnent. Tu sais que nous, pour faire une note là, it has to come from the Department of the State Department. You know that, right? Elle me dit, tu sais que nous, avant de faire une note là, ça doit venir du ministère des Affaires étrangères qu'on appelle le State Department. C'est là que j'ai dit yes. Je ne comprends pas anglais, mais j'ai dit yes. Parce que si je veux parler, si je dis oui, là, elle va dire, I don't get it. Il dit non. Yes.
Elle me dit, ok. Je dis, ok. Je dis, mais note là, il y a quoi dedans? Elle dit, let me tell you and make it straight. Let's break the record. Elle dit, comme tu as oublié là, je vais te rappeler. Elle dit, dans la note là, l'ambassade des États-Unis a souligné que les États-Unis ont alloué plus de 463 millions de dollars d'aide étrangère à la Côte d'Ivoire au cours de l'année fiscale 2023. Et aux États-Unis, c'est très important. Fiscal year, pour ceux qui ne savent pas. C'est basé sur les impôts. Elle dit en 2023, simplement, là, on vous a donné, toi et puis ton président, là, 463 millions d'aides étrangères. On vous a aidé. Est-ce que c'est vrai aussi, c'est faux? Elle dit, on a commencé notre note par ça. Cette aide conséquente, dont 264 millions de dollars proviennent du programme MCC. Elle dit, tu connais? Do you know what MCC stands for? Est-ce que tu sais ce que MCC veut dire? J'ai dit, I don't know. Elle me dit, you don't know? I said, no. Tu ne connais pas? J'ai dit, je ne connais pas. Elle me dit, ça veut dire le programme Compact de Millennium Challenge Corporation. J'ai dit, moi je comprends pas. Programme Compact du Millennium Challenge Corporation. J'ai dit, c'est vrai, hein? J'ai dit, c'est vrai, je me souviens. Elle dit, voilà. Ça, c'est un témoignage de la volonté des États-Unis de supporter le développement économique et social de la Côte d'Ivoire. J'ai dit, waouh, parce que c'est comme ça les Américains font. Oh, moi, j'ai envie de ressembler aux Américains. Et là, quand je dis, waouh, this is great. Elle me dit, you got it, boy. J'ai dit, faut pas m'appeler boy there. Moi, je suis pas votre boy. Même si je travaille dans votre pays, que je suis votre bella, faut pas m'appeler boy. C'est là, elle m'a dit, non, ça veut pas dire que tu es un boy, ça veut dire, c'est un terme pour dire, c'est très bien mon garçon. J'ai dit, ok, je comprends. Elle me dit, si on n'aime pas un pays là, on ne donne pas le Millennium Challenge Corporation à ce pays-là. Et nous, là, en 2023, là, on a donné 463 millions à la Côte d'Ivoire. Elle dit encore, si on n'aime pas un pays, là, est-ce qu'on va venir décider de mettre une base militaire américaine à Bondoukou? J'ai dit, Elle dit, bon, les discussions sont en train de continuer. C'est entre vous et le Bénin, là. On va bravo deux pays, là. Et puis, ça va devenir Roméo et Juliette. Il dit, merci, oh. J'ai dit, merci, oh. Quand elle me parlait comme ça, là, j'étais là, ça commençait à glacer mon cœur. Et puis elle dit, let me break it down to you. Elle me dit, c'est pas encore fini, qu'il y a les détails encore. J'ai dit, hein? Elle me dit, les projets financés par cette aide couvrent une large gamme de secteurs, notamment la santé, l'éducation, l'agriculture, l'infrastructure et la bonne gouvernance. J'ai dit, j'ai eu affaire. J'ai dit, madame, pardon. Si c'est en français, là, tu es fort en anglais, mais il faut laisser moi-même, je vais lire. Pardon. Les projets financés par cette aide couvrent une large gamme de secteurs, notamment la santé, l'éducation, l'agriculture, l'infrastructure et la bonne gouvernance. Point. C'est comme ça. Mon maître de CE m'enseigne. Point à la ligne. Et là, quand c'est comme ça, là, elle dit là, on est avec vous. On va vous donner tout ce qu'il faut pour vous soigner, pour ne pas que vous ressemblez aux voisins d'en haut. L'éducation, là, on va vous permettre d'éduquer vos peuples pour ne pas que vous deveniez des esclaves volontaires de la Russie. L'agriculture, on va vous aider. L'infrastructure et la bonne gouvernance. J'ai dit, oui, nous-mêmes, on voit ça. Et elle a dit encore, et puis elle m'a dit, quand elle dit l'ambassade des États-Unis, ça veut dire le State Department, ça veut dire le ministère des Affaires étrangères. Met l'accent sur l'importance de la collaboration avec le gouvernement ivoirien pour identifier les priorités et orienter les investissements de manière efficace. Elle dit que le département d'État américain, qui est une des branches du cabinet, dit que eux sont en collab, ils sont godo même avec le gouvernement. Quand on parle comme ça, là tu comprends. Que eux sont tellement godo avec le gouvernement là, qu'il y a des secteurs là, eux vont orienter les investissements et puis mettre beaucoup de jetons dedans là-bas. À travers des initiatives comme le MCC,
les États-Unis sont engagés à offrir des opportunités au peuple ivoirien en réduisant la pauvreté et en stimulant la croissance économique, peut-on lire dans la note. Et contrairement à tous ceux qui veulent se distraire là, que les États-Unis là, à travers le MCC, à travers l'AGOA, à travers toutes les opportunités, qu'eux sont prêts à offrir toutes les opportunités au peuple ivoirien pour que la pauvreté soit un mauvais et lointain souvenir en Côte d'Ivoire. Et eux vont toujours aider la Côte d'Ivoire à stimuler l'économie. Ça veut dire, quand l'économie, tu aides quelqu'un à réduire la pauvreté là, est-ce que cette personne-là peut aller habiter dans bidonville? Donc, ce que vous avez dit là, vous avez menti. S'il y a la croissance économique là, qui prie Dieu pour dire Dieu, je t'aime, fais que je sois un habitant des quartiers précaires? Je ne crois pas. Et donc là, quand la croissance économique vient là, nous tous on veut habiter dans les beaux quartiers et avoir un bon cadre de vie. Et ils disent donc là, ça veut dire que les quartiers précaires qui ont été cassés là, l'homme normal, c'est pas bien qu'un homme normal vive dedans. Donc là, par extrapolation, ça veut dire que c'est très bien fait qu'on a cassé ça. Parce que si on réduit la pauvreté en stimulant la croissance économique, je ne connais pas quelqu'un qui a l'argent qui veut vivre comme un moine. Je ne connais pas quelqu'un où la pauvreté a été réduite dans son pays, où il y a la croissance qui veut vivre comme un pays de l'AES, ou même un habitant des pays en souffrance du Sahel. Quelqu'un, quand ta condition de vie s'améliore, tu aspires à une vie meilleure et non à vivre dans les bidonvilles. Donc là, ça veut dire, les bidonvilles qu'on a cassés là, c'est très bien fait. C'est ce qu'on est en train de vous expliquer. Et quand je voulais partir, j'ai dit, madame, c'est bon comme ça. Elle me dit, no, you can't move like that. Et je lui dis, mais what have I done wrong? Miss, et j'ai fait quoi de mal? Elle me dit, it's not over yet. Elle me dit, c'est pas encore fini. Je dis, mais il y a quoi encore? What's going on, miss? Elle me dit, just hold on. Mais juste attends un peu. Elle me dit, je vous dis encore, l'ambassade rappelle également que les projets et les priorités de financement évoluent en fonction des besoins du pays et de la collaboration avec les autorités ivoiriennes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand un pays se comporte bien là, et aussi là, ils augmentent leur collaboration. Quand un pays se comporte mal là, ils diminuent leur collaboration. Et donc là, elle m'a dit de vous dire que les projets et les priorités de financement des États-Unis évoluent en fonction des besoins, mais surtout de la collaboration que les États-Unis ont avec les autorités de ces pays. Et que aujourd'hui, là, quelles sont les relations entre les autorités ivoiriennes et américaines? Si les relations sont bonnes, ça veut dire que tout est ouvert. Et elle a dit, les États-Unis s'engagent à poursuivre leur partenariat avec la Côte d'Ivoire pour un avenir prospère et durable. Cette note d'information intervient après un article paru le mardi 11 juin 2024 dans Africa Intelligence qui mettait l'accent sur une affaire entre guillemets. Washington suspend son aide à la Côte d'Ivoire dans le cadre du déguerpissement de la ville d'Abidjan. L'ambassade des États-Unis a tenu à clarifier sa position et à réaffirmer son engagement ferme envers la Côte d'Ivoire et ses dirigeants. Point. Voilà comment un vrai garçon parle. Voilà comment un vrai garçon va chercher des vraies informations pour venir. Africa Intelligence sort quelque chose. Africa Intelligence peut se tromper. Africa Intelligence, tu peux aller payer un article à coût de millions d'euros, ils vont te le produire. Mais quand la réalité vient là, je te dis, va à l'ambassade là-bas. Le document que j'ai dit là, va. Ou mais tu vas sur Internet, tu vas voir le document là-bas. Donc là, ceux qui manipulent le pays, c'est eux qui veulent apporter la guerre dans le pays là. On vient encore de debunk one of your fake news. On vient encore de mettre à nu un de vos fake news. Et puis on passe au quatrième sujet qui est un chap-chap. Ces pays-là, on a fini de juger Gbagbo. Ces pays-là, on a fini de juger Gbagbo. Maintenant, il faut regarder de l'autre côté. Ceux qui ont commis là, on a jugé l'autre camp. Il faut aussi juger l'autre camp. Depuis avant-hier, ces pays viennent de donner résultat.
On était sur le direct de TikTok. Il y a un qui dit, ça là, vous allez aller en prison. Vous allez aller en prison. Il dit, nous, on ne va jamais en prison. Nous, là, on n'ira jamais en prison. Et comme il ne me croyait pas, là, la CPI met fin à l'enquête sur le dossier post-électoral 2010-2011 en Côte d'Ivoire sans justice pour les victimes. C'est un sujet qui est mitigé. Mais tellement les gars sont de mauvaise foi et des méchantes âmes, des âmes vénéneuses, votre souhait c'était de voir Ouattara, les coups et les pieds enchaînés avec nos chefs de guerre. On vous a dit là, tant que tu suis Ouattara là, nous on aime nos chefs de guerre là-haut. C'est pourquoi on leur a dit là, suivez Alassane Ouattara. Parce que ceux qui ont voulu jouer les durs là, ils sont en exil, ils sont en train de boire l'air des chamelles. Ils voient Côte d'Ivoire là, l'odeur là rentre dans leur nez. Ils salivent, mais ils ne peuvent pas rentrer. Ce n'est pas la première fois. Hey, Ouattara là, il fait partie du système mondial international. Vous voyez que je fais du pléonasme, hein? Je dis système mondial international. C'est pour vous dire que c'est trop fort. Ouattara là, il est trop puissant. C'est les morveux comme Laurent Gbagbo qu'on envoie en prison. C'est les criminels, dictateurs, aux mains tachées de sang humain, les mauvais perdants, les potentats, les despotes comme Laurent Gbagbo, c'est eux qu'on envoie en prison. Des gens sans valeur et sans compétences qui planifient avec leur entourage des plans communs pour conserver le pouvoir qu'ils avaient acquis calamiteusement comme Laurent Gbagbo. C'est eux-mêmes en prison. Et puis après, là, il n'y a rien. Donc, tout ce qui s'attendait à ce que le système mondial, international, puisse un jour venir dire le camp Ouattara sera jugé, la CPI dit qu'ils ne vont plus juger quelqu'un. Que de vous dire ça? Et c'est ce que je suis en train de vous dire. Si tu n'es pas content de ce que je suis en train de dire là, il faut aller sur le site de la CPI. Et puis tu amènes la nouvelle pour dire tu as menti. La CPI dit, c'est fini. La Cour internationale pénale CPI a tiré les rideaux. Il a clos, il y a 72 heures, le dossier ivoirien. Après Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, plus aucun Ivoirien ne sera poursuivi devant cette cour dans le cadre des douloureux événements survenus avant, pendant et après la grave crise post-électorale de 2010 à 2011. Voilà ça maintenant. Si tu n'es pas content, il faut aller sur le site de la CPI. The game is over. C'est fini. Et donc là, Ouattara n'ira pas en prison. Chérif Ousmane n'ira pas en prison. Loss n'ira pas en prison. Kone Zakaria n'ira pas en prison. Nous là, nos chefs de guerre n'iront pas en prison. Voilà. Faites maintenant ce que vous voulez. Comme le 6 va devenir 9 là, il n'aura plus CPI, il n'aura plus aussi pôle pénitentiaire. On va régler ça, on va se peser sur le terrain. Nous, on vous a dit, oh, Ouattara, non, on ne le suit pas parce qu'on l'aime, hein. Non, on le suit parce qu'il est puissant. Donc là, il n'y a plus un Ivoirien qui va aller à la CPI. Ça veut dire que les gars de Ouattara là, il n'y a même pas un. Est-ce qu'ils savent même où la c'est dans quel pays même leur truc là se trouve même, leur prison là. Quand ils les demandent, ils disent c'est où? Nous, on ne connaît pas le nom du pays là. Nous, on ne connaît pas le nom du pays là. C'est là que vous allez lire là. Mieux vaut suivre un homme puissant que de suivre un vadrouillard de Laurent Gbagbo. Et voilà ça en face de vous maintenant. Venez dire que c'est faux. Allez, et puis venez dire que le document de l'ambassade l'accueil, c'est faux. Et je ne vais pas vous donner. Allez sur le site. Pour la CPI, là, allez sur le site. Le cas ivoirien est clos. Cher mère, je sais très bien. Tellement on ne fait rien avec ça, là, on ne connaît même pas le nom du pays, là. Nous, on était en légitime défense. Et on vous a fait ça propre. On a lavé vos yeux. Et si c'était à refaire là, tant que vous êtes manipulateur, nous on sera rebelles. Et c'est avec joie qu'on va vous servir des rébellions. Ce qu'on avait fait avant là, c'est petit. Ce qu'on avait fait avant là, c'était échantillon. Vous avez grandi en manipulation, non?
nous aussi on a gagné en expérience de faire rébellion. Cependant, il faut le signaler, il y a quand même une note d'amertume, c'est que les victimes n'auront jamais eu ce qu'elles attendaient. Et c'est la note de tristesse. Mais c'est une leçon pour les victimes. Pour dire que quand tu mènes ta vie et que tu veux être chewing-gum là, les gens vont te mâcher. Ne soyez plus victimes. Soyez des acteurs de vos vies. Ceux qui en veulent à vos vies là. Anéantissez-les. Ceux qui font des manigances, ceux qui font des manipulations, ceux qui font des tromperies là, quand ils viennent à vous, anéantissez-les. Le monde n'est beau que quand tu es encore vivant. Mais quand tu es victime là, personne n'a envie d'être à votre place. C'est une leçon. Et c'est pourquoi je vous dis, n'acceptez plus d'être victime des politiciens. N'acceptez plus de devenir des victimes. Soyez vous-même. Défendez vos vies. Parce que ce ne sont pas les politiciens qui ont décidé que vous devez être sur la terre. Ce n'est pas à eux de décider que vous devez mourir. Mesdames et messieurs, nous avons terminé. On va lire le texte de Mère Nefertiti. Et lorsqu'elle aura fini, on va pouvoir donner la parole aux uns aux autres pour s'exprimer rapidement. Et on va fermer le direct. Bonjour les éclaireurs, bonjour à toute la classe. Si vous permettez, je vais vous lire mon texte qui a pour titre « Les 3 poupées russes ». Je commence. Dans la situation actuelle de la géopolitique, où tous les pays pensent à leur développement, nous assistons à une union dite l'AES qui ne répond à aucune règle de bon voisinage avec les pays frontaliers à eux. À quoi pense-t-il en voulant se retirer de l'Union africaine? Ne dit-on pas que l'union fait la force? Pourquoi certains dirigeants africains ne pensent-ils pas au bonheur et de la sécurité de leur population? Certains même se prostituent politiquement, croyant garder définitivement leur position de chef pour leur enrichissement personnel et de leurs proches qui les soutiennent. On peut reconnaître que ces 3 poupées russes, qui sont le Mali, le Burkina et le Niger, ont bien certaines choses en commun, telles que, primo, leur prise du pouvoir illégitimement, car tous des putschistes. Secondo, l'imposition de leur dictature à leur population en leur imposant de mauvaises conditions de vie et en leur privant de leur liberté. Tertio, leurs attitudes de femmelettes auprès de la Russie qui leur promet monde et merveilles. De la mémoire des Africains, je ne me souviens d'aussi lointain depuis nos indépendances qu'aucune empreinte positive de la Russie pour un pays africain, aucun plan de développement économique n'est à noter. Plutôt, après leur passage dans un pays africain, nous, mères, avons que nos yeux pour pleurer. Car les Russes sèment la désolation, comme le viol, les tueries, les vols et bien d'autres choses néfastes encore. Aveuglés par le pouvoir, ces 3 putschistes se moquent du bien-être et de la sécurité de leur population. Les personnes en particulier qui en souffrent, les femmes et les enfants, pays vivant dans la peur et dans l'insécurité. Comment veulent-ils développer si tous les enfants et les femmes de leur pays meurent? Dans les pays de l'AES, il n'y a aucun soutien économique, social, éducatif et sécuritaire. J'exhorte donc les femmes de ces pays des 3 poupées putschistes russes à se réveiller pour réclamer leur liberté, leur sécurité et surtout de protéger la vie de leur famille. Sinon, les Russes vous la mettront dure et sans vaseline. Merci. Texte écrit par Mère Nefertiti. Vive les EPV. Vive le Pardon dans la santé et longévité. Vive la Côte d'Ivoire dans le développement. Aimons-nous vivants. Mère Nefertiti. À bientôt. Merci infiniment, Mère Nefertiti. Aimons-nous vivants et croquons la vie à grosses dents. C'est aussi important. Comment allez-vous? Bonjour mon éclaireur pro-vérité, je vais bien. Dieu merci.
Donc, on va vous laisser la parole. Ok. Bonjour à toute la classe, Omer, Mao et Chao là-bas. C'est les ponts et les routes. Donc, c'est dans les stades Gbagbo Sylla à Bout-Laurent qu'on a joué la CAN du 13 janvier au 13 février 2024 alors. Grâce à Ado, le soleil se lève bien et le soleil se couche bien. Les djihadistes terroristes sont les soroïstes, soi-disant nordistes, et en complément, les poisons du Nord. Gbagbo Sylla est le rebelle de la Côte d'Ivoire profondément touché. Et dans son terrorisme, Gbagbo Sylla à Bout-Laurent a créé des djihadistes miliciens mercenaires comme Soro Guillaume, le sanguinaire tueur d'Ibrahim Koulibaly, et Blé Goudé, article 125, Blé la machette. Opposants opportunistes, incapables, brouteurs, vauriens, usurpateurs, falsificateurs, malfaiteurs, brigands, braqueurs, voleurs. Ah, le dessus est long, hein. Quand on n'aime pas la tête d'Ado, ok, on a compris. Mais regardez la masse crâneuse de Gbagbo Abou Sylla, le maraca. On dirait la casserole de Deguet au marché d'Adjamé. Hey, comme éclaireur est fâché à cause des saboteurs des réseaux sociaux, qu'est-ce que je dois dire? Ok, éclaireur, tu es fâché, mais je vais quand même parler dans le vide quand même avec toi. Sidi Touré investit dans les salons de coiffure de proches. Sidi Touré investit dans clôture pour barrer les routes de son palais. Sidi Touré investit d'accompagner Simone et Yves Gbagbo au Congo-Kinshasa pour mentir à Dieu dans les églises de Kinshasa. Donc voilà le travail de Sidi Touré en Côte d'Ivoire et dans le reste du pays, à l'intérieur ou à l'extérieur, je ne sais où là. Donc mon éclaireur, je vais dire vraiment merci à Dieu pour nous avoir donné le Prado. Avec tout ce que tu as dit là, tous les gisements de ça là. Moi, attends l'éclaireur, moi j'ai convoqué quelqu'un à Abidjan bientôt. Hein. Là, dit là, il a ma cour qu'il a canné là. Comme il y a Or qui vient là-bas là, moi je vais chercher ma cour. Donc il libère les lieux. Ça a été dit en même temps. Maintenant pour dire que si le président n'était pas béni là, l'éclaireur, tout ce que tu as dit là, c'est quoi tu vas avoir ça. Non. Hein? Parce que le sous-sol là, c'est Dieu qui gère son sous-sol. Même s'il creuse pour aller en bas, comment si Dieu il n'y a pas pétrole, il n'y a pas pétrole. Et puis Dieu là, il bénit pas quelqu'un qui ne mérite pas sa bénédiction. Quand tu vois Dieu bénir là, c'est que tu mérites, c'est pas il te bénit. Donc papa Adola mérite encore. J'ai dit, 2025 là, on a encore un lieu encore qu'en 2030. Voilà, parce que c'est parce qu'il y a un homme béni au pouvoir là, que Dieu bénit la terre. Maintenant, les gens de ces pays-là, ces pays même là, c'est une manière de Dieu aussi qui ne veut plus les voir là-bas, le marché pour dire, on veut que les rebelles là viennent répondre. On veut que comme ça là, pour vous dire que quoi? Le cas Adola est en légitime défense. Quelqu'un qui tue ton parent toujours. Et le jour que tu vas retourner contre la personne là, l'éclaireur, est-ce que la manière que tu vas retourner pour aller faire là, tu vas réfléchir? Tu ne vas pas réfléchir. Ce qui s'est passé là, c'est parce que les gens étaient, comment on appelle, le camp Gbagbo là n'était pas dans la vérité que Dieu a permis que les gens puissent se défendre jusqu'à arriver où ils sont arrivés. Maintenant, vous tuez quelqu'un, maintenant la personne ne réplique, vous dites pourquoi la personne a répliqué. Même dans les livres saints, il y a la légitime défense dedans. Même dans le Coran, là, il y a la légitime défense dedans. Tu provoques quelqu'un, toi tu veux tuer quelqu'un, la personne te tue là. C'est une légitime défense. Donc c'est pour vous dire que le camp Ouattara est en légitime défense. Et c'est ce qu'on ne veut même plus même que ça arrive en Côte d'Ivoire. Papa Ado, quand Ouattara dit je le fatigue. Papa Ado, pardon, c'est la justice qui peut éduquer un être. Les pays développés là, c'est la justice qui éduque les gens là-bas. Donc faites que notre justice soit en béton et puis appliquée à tout le monde. On ne veut plus à faire des réconciliations parce qu'on ne veut plus entendre. Celui qui mérite ses 20 ans, tu rentres, tu fais tes 20 ans. Celui qui mérite ses 2 ans, rentre, tu fais ses 2 ans. C'est la justice, celle qui peut éduquer le peuple ivoirien. Rien ne pourra éduquer le peuple ivoirien si ce n'est l'application de la justice à tous. Comme ça, là, chacun va respecter la vie de l'autre.
Franchement, il faut qu'on se dise la vérité. Nous sommes fatigués que tout journal aille tuer des innocents, des gens qui vont aller mettre seulement les voix pour dire je supporte, je veux tel président là. On te tue, ou bien on vient contre tes... Pourquoi tout ça? Mais c'est la justice qui va empêcher tout ça. Les gens vont aller voter. Quand on va dire élection, même pour devenir homme politique en Côte d'Ivoire, là, vous allez voir que les gens ne vont fuir la politique. Parce que la politique ne sera pas permise à n'importe qui. Des gens qui ont tué, qui veulent revenir au pouvoir. Mais vous pensez que les gens ils sont bêtes, quoi? Et puis, voilà, vous choisir pour que demain encore vienne les tuer. Tous ceux qui ont fait du mal à la Côte d'Ivoire, vous êtes fait mal à vous-même et à vos descendants. Parce que même quand on va dire ton fils arrive, on te voit en même temps. Vous ne pensez même pas comme ça. Regardez papa Ado aujourd'hui. Le bien qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire, même si demain matin quelqu'un se lève là, on dit lui, on a dit lui, on veut. Parce qu'on sait ce qu'il a fabriqué. Mais vous ne pensez pas comme ça. Vous, c'est le mal, c'est la violence, c'est la violence. Mais l'Afrique va se réveiller quand même. Et puis, ce qui m'énerve là, tout Africain voyage aujourd'hui, tous nos boss là, les cadres de tout pays africain voyagent pour aller en Occident, pour aller dans les pays de blancs. Et même, ils ne voient pas comment la politique se pratique là-bas. Pourquoi c'est nous en Afrique, on doit toujours être derrière les gens? Un sol béni, un continent béni que Dieu nous a donné. Mais c'est nous, on veut toujours être derrière, on veut pas accuser les gens. Le blanc fait ça, le blanc comme ça. Nous, l'Africain, c'est toi-même qui es méchant comme toi-même, c'est toi-même qui ne veut pas ton évolution. Quand vous regardez les pays où vous partez vous asseoir pour tirer, pour bavarder là, comment eux ils sont là-bas? Comment sont les élections chez eux là-bas? Mais pourquoi vous voulez que chez nous on ait des politiciens meurtriers, on ait des politiciens assassins? Pourquoi vous voulez qu'on les suive? Vous pensez que sur le Prado là, c'est que Babo faisait, il partait ramasser les gens, parler les tuer, n'importe comment. Si Papa Ado faisait ça là, bon là il y a une rébellion, tu allais permettre à une rébellion de réussir contre lui. Mais pourquoi tout le temps, ils ne font que déjouer les mauvais coups? Parce que Dieu a sa main sur lui. Parce que lui, il protège la vie des gens. La vie là, c'est Dieu qui donne. Et c'est Dieu aussi qui doit donner la mort de quelqu'un. Tu ne sais même pas comment Dieu a fait pour concevoir quelqu'un quand il va ôter la vie à la personne. Pourquoi vous voulez qu'on fasse ça? Maintenant, s'il y a quelqu'un qui peut protéger cette vie-là, on n'a qu'à dire non, on va aller vous suivre les malfaiteurs. Vraiment, trop, c'est trop. Et il faut qu'une justice de béton en Côte d'Ivoire. Il faut une justice qui punit celui qui doit être puni. Vous allez voir que les Africains vont devenir droits. C'est le manque d'application de justice là, avec ces politiciens qui font que n'importe qui devient politicien. N'importe qui est politicien en Afrique. N'importe qui se lève aujourd'hui les politiciens. Il faut une politique saine. Nous ne voulons plus les politiciens derrière les peines de vie. Nous sommes fatigués de ça. Parce que chez les blancs, il n'y a pas ça là-bas. Et il faut la politique, c'est entre eux là-bas. La population est tranquille. Et ils vont voter seulement. C'est ce qu'on veut. Et la Côte d'Ivoire, Papa Ado, de la manière de développement en train de se faire de la sous-région, nous sommes premiers en développement là. On doit être premiers dans tout. Justice, ils vont tous copier après. Ils ont des populations, ils ne sont pas bêtes. Ils vont tous nous copier. Donc, Papa Ado, voilà pourquoi Dieu ne fait que te bénir. Il va te donner santé. Pour que la justice soit une justice de béton. Pour que tout le monde puisse respecter chacun, quoi. On va se respecter dans le pays là. Comme réconciliation n'a pas pu les faire respecter. On va partir en grille maintenant. Tout le monde va respecter la justice. Il faut une justice applicable à tout le monde. Plus de réconciliation, de fatiguer de vos réconciliations de merde. Parce que vous fatiguez le monde. Voilà pourquoi la CPI a dit aujourd'hui qu'ils ne jugeront personne encore. Parce que la CPI sait que le cas Ouattara était en légitime défense. Même si vous les opposants malfaiteurs de la Côte d'Ivoire, si c'était à vous qu'on faisait ce que vous avez fait là, votre rébellion va vous réussir parce que Dieu va mettre sa main sur vous. Dieu ne met pas sa main sur des gens qui sont là pour le malheur des gens. Le bonheur de la Côte d'Ivoire se trouve entre les mains de Papa Ado actuellement. Et nous allons le voter encore en 2025 pour qu'il continue en 2030. Bande de malfaiteurs. Merci l'éclaireur. Merci infiniment, chère mère. Merci d'avoir donné votre part de vérité. Et c'est là que le direct va prendre fin aujourd'hui. On va vous laisser faire la conclusion. Je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis.